Bonjour Dania, Salut Lilia. merci d'être venue vraiment sur ce podcast, de nous avoir rejoints pour cet épisode d'aujourd'hui qui va porter principalement sur le féminisme, les libertés de religion, les enjeux sociaux, qui sont des thématiques au cœur d'un livre que tu as écrit qui s'appelle Les malentendus. Ouais. Euh, la première question que je pose à mes invités, c'est qu'ils se présentent à leur façon. Mhm. Premièrement, merci pour l'invitation. Très heureuse d'être ici. Born and raised Montréal, donc très montréalaise. Je dirais que je suis une personne hyper curieuse. J'aime pas tant les titres parce que, quant à moi, c'est peut-être pas ça qui me définit le plus. Je préfère beaucoup plus des adjectifs, donc je me considère une personne curieuse, un sens de l'aventure, débrouillarde. Euh, et c'est ça, dans les dernières années, j'ai pu vivre en dehors de Montréal. J'ai fait un genre de 5 ans, 6 ans à New York. Ça a été comme parmi les plus belles années de ma vie. Puis là, je suis de retour à Montréal depuis quelques mois. Puis franchement, ça me plaît beaucoup. Donc, c'est ça. Puis mon livre, ça a été un projet que j'ai entamé quand j'ai débuté mon mémoire de maîtrise, parce qu'on était en plein dans les enjeux de la Charte des valeurs québécoises qui voulait interdire le port des signes religieux dans tout le domaine de la fonction publique. Là, avec la loi 21, c'est comme si on a une version réduite de la Charte des valeurs québécoises. Et évidemment, à cette époque-là, je m'y opposais énormément. Et donc, à cette époque, il y avait énormément de juristes qui parlaient de cette tension irréconciliable entre la liberté de religion et l'égalité des sexes. Et moi, j'y croyais pas tant à cette tension irréconciliable. Et donc, j'ai voulu faire une recherche et explorer, genre, comment on pouvait en arriver à des points de réconciliation entre les deux. Et c'est ce qui a motivé mon mémoire de maîtrise. Et par la suite, c'est ce que j'ai converti en livre, mon petit essai. Donc, pour m'introduire, j'ai écrit ce livre qui est comme un projet passion. Et je suis une personne curieuse et je suis très montréalaise. Super, super intéressant. Tu es également avocate. Ouais. OK. Comment qualifierais-tu ton parcours professionnel? En fait, c'est ça, tu sais, j'ai un peu, au Québec, on a la possibilité de commencer notre bac en droit tout de suite après le cégep. Donc, j'étais vraiment jeune. Quand j'ai débuté, j'avais 19 ans. Et je pense pas que je savais exactement dans quoi je m'embarquais. Euh, les premières années étaient vraiment difficiles. Je sortais d'un cégep en sciences en plus. Euh, et je dirais que j'ai, vers la fin, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai encore plus aimé ma maîtrise en droit, surtout en droit constitutionnel. Mais la pratique, c'était pas vraiment pour moi. Donc, tu sais, tout à l'heure, quand je te disais que je m'identifie pas nécessairement à des titres, c'est que oui, effectivement, je suis avocate et j'ai pratiqué pendant quelques années, j'ai encore mon barreau. Par contre, je ne pratique plus le droit. Et donc, des fois, j'ai l'impression qu'un titre, ça vient aussi avec comme une maîtrise de cette profession. Je ne sais pas si je maîtrise le métier ou Mm. l'art même d'être une avocate, puisque j'ai pratiqué comme 4 5 ans. J'ai arrêté en... J'ai mis une pause, du moins, peut-être une longue pause à ça en 2018. Et je me suis comme reconvertie dans d'autres carrières. Mais oui, je suis avocate. J'ai commencé, mes études, j'étais vraiment jeune. Et j'ai aucun regret. Je trouve que c'est un excellent diplôme à avoir et ça l'ouvre énormément de portes. Et je trouve que c'est beaucoup plus polyvalent qu'on puisse le penser. Je pense que même c'est connu que c'est aussi polyvalent. Donc en ce moment, je travaille en médias et même à New York, je travaillais dans une tech startup et je suis zéro tech. Là. Moi, c'est power on, power off. Mais je pense que puisque j'avais mon bac en droit, on me prend automatiquement beaucoup plus au sérieux. Mhm. Donc voilà. Ouais. C'est vrai aussi que, tu sais, quand on est jeune, c'est pas forcément évident de savoir tout de suite Ouais, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'il y a totalement. beaucoup peut-être de pression sociale Mhm. à choisir un métier, puis que sans forcément qu'on sache concrètement c'est Mhm. quoi, mais je suis d'accord avec toi que c'est un parcours qui reste inspirant, puis qui reste un beau parcours. Si on en vient à ton livre que tu as écrit, pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené en fait à écrire sur les libertés de religion, le féminisme? Pourquoi ça? Ça a été comme un enjeu qui est récurrent au Québec depuis tellement d'années. Ça l'a... on peut penser
le 11 septembre qui a vraiment mis d'avant toute la question de les musulmans, l'extrémisme, l'islamisme, etc. Mais au Québec, les données démontrent que ça a vraiment été la crise des accommodements raisonnables en 2006-2007, à l'époque quand il y avait un jeune étudiant qui voulait porter son kirpan à l'école secondaire. Et le kirpan, c'est, pour les auditeurs et ceux qui nous écoutent, c'est un genre de petit couteau qui est bien enrobé, qu'on porte au niveau de la ceinture, qui se veut un symbole, en fait. Religieusement, c'est un symbole chez la communauté sikh, il me semble, de la bienveillance et de la sécurité qu'on est censé apporter à notre communauté, donc de pouvoir protéger ceux autour de nous. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'ils utilisent, mais c'est quelque chose qu'ils portent et il y a une symbolique. En fait, beaucoup des signes religieux, et c'est ce que je trouve beau, c'est que derrière le symbole ou le signe, vient une vertu à perfectionner. Donc, disons, le voile chez la femme musulmane, c'est la vertu de la modestie. L'homme juif avec la kippa, c'est se rappeler de l'omniprésence de Dieu dans sa vie. Et le bindi chez les femmes sikh et hindoues, c'est se rappeler de son intuition. Et donc, le kirpan, également, c'est un couteau, mais ça représente la vertu d'avoir une bienveillance et de protéger sa communauté et ceux vulnérables dans la communauté, ce qui est une belle vertu à perfectionner. Enfin bref, à l'époque, il y a eu tout le débat à savoir est-ce qu'ils pouvaient le porter, oui ou non, et c'est monté jusqu'en Cour suprême. Et là a été déclenchée la crise des accommodements raisonnables. Et donc là, c'était ah non, la communauté hassidique qui demande à se faire accommoder de givrer les vitres dans le YMCA pour ne pas voir les femmes qui jouent du sport. Ah, les musulmans qui se rendent dans des cabanes à sucre qui demandent la modification d'un menu, qu'on enlève le porc, etc. Et donc, il y a comme eu une crise et c'est ça qui a démarré énormément des questions au Québec quand ça vient à la place des communautés religieuses au Québec. Et il y a eu réellement un acharnement, même si cette crise débutait sur les communautés religieuses, il y a éventuellement, quant à moi, vraiment un acharnement et une obsession complète sur les communautés musulmanes. Et donc, ça en est suivi quelques années plus tard de la Charte des valeurs québécoises, qui est comme une réponse à la crise des accommodements raisonnables. Ça a commencé en 2006, mais ensuite, il y a eu la commission Bouchard-Taylor qui a fait le tour du Québec. On parle de 2007-2008. Et ça, c'est comme une réponse. Fait qu'il y a on est comme dans des cycles de 2 à 3 ans au Québec où il y a toujours un débat de société, une crise, une réponse, une proposition de faire adopter des projets de loi. Et moi, je me suis juste toujours opposée à cette... Je veux dire, qu'on ait autant gonflé ce problème-là, qu'on s'est autant acharné sur des communautés religieuses qui font même pas 5% de la population québécoise, on s'entend. Et donc, c'est ça. Évidemment, la Charte des valeurs québécoises a été le projet de loi le plus extrême qui a été proposé. Et comme j'expliquais, moi, à ce moment-là, c'est là où je débutais ma maîtrise. Et donc, mon mémoire de maîtrise portait sur comment on peut réconcilier la liberté de religion et l'égalité des sexes. Et j'ai voulu le faire de manière interdisciplinaire, donc en ayant des études sociologiques qui démontrent même les bienfaits des communautés religieuses dans notre société. Et donc, contrairement à l'opinion populaire, un temple hindou, une église africaine pentecôtiste, une mosquée, c'est parmi les meilleurs vecteurs d'intégration pour les nouveaux immigrants parce qu'à travers cette communauté religieuse, tu es en communion avec beaucoup plus de membres qui, peut-être ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont ici, mais il y a aussi des services de français qui sont proposés, il y a aussi peut-être des offres d'emploi qui sont là. Et donc, sans le savoir, on s'acharne sur ces communautés religieuses en disant « Ah, ils s'intègrent pas, ils veulent rien savoir de nos valeurs », alors que par le fait même de pratiquer leur religion et de se rendre dans leur temple religieux, que ce soit la synagogue, l'église, la mosquée, ils s'intègrent. Donc, pour moi, on était tellement dans un angle mort et on jouait juste sur comme des fausses conceptions d'intégration. En fait, on se disait... C'est comme si le Québécois moyen disait « s'il arrive ici avec son symbole religieux, automatiquement, il n'est pas en train de s'intégrer. » Alors qu'il y a tellement de moyens que les gens essaient de s'intégrer en adoptant la langue, en essayant de trouver un emploi,
Enfin bref. Donc c'est ça, je me suis beaucoup intéressée au sujet. J'avais l'impression que j'avais quelque chose à dire, non seulement de mon fait vécu. Moi-même, je suis musulmane et je viens de ces communautés-là. Et je voyais très bien qu'à l'interne, c'était pas ça qu'on vivait. C'était pas cette représentation qu'on essaie de mettre sur nous. Et je pense que je suis une grande optimiste, je suis une rêveuse et j'essaie toujours de croire à ce qu'on puisse évoluer vers des sociétés qui aient plus de compréhension, puis plus d'amour, en fait, entre nous. Et donc, ça se voulait aussi un projet qui était comme un travail émotif, pas juste un travail intellectuel pour montrer les données, puis comme défaire des préjugés, des stéréotypes, mais d'aller faire un exercice émotif à essayer d'humaniser des communautés que je trouve qu'on avait tellement stéréotypées. Donc, c'est ça. Et après, une fois que mon mémoire de maîtrise était terminé, je suis comme « Ain't no way qu'il y a juste 4 professeurs qui lisent mon mémoire et que ça passe aux oubliettes. » Et donc, après ça, le projet est venu de « Bon, ben, essayons de contacter le plus de maisons d'édition possible, voir s'il y a quelqu'un qui serait intéressé à cette recherche-là. » Et là, effectivement, Romy Ménage m'ont dit « Franchement, dans le cadre du Québec, c'est une recherche super importante. » Et donc, finalement, j'ai eu un contrat de publication en 2019, puis là, on l'a converti en essai qui est beaucoup plus reader-friendly que le mémoire de maîtrise, qui est beaucoup plus académique. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu parles aussi de plusieurs jugements. Tu sais, as passé à travers des jugements pour venir parler sur ces sujets-là. Il y a un jugement, entre autres, qui est l'affaire commission scolaire Deschênes, qui est l'histoire, en fait, je pense que c'était des parents qui ont poursuivi l'école de leur enfant parce qu'il y avait des cours d'éthique et culture religieuse, puis qui considéraient ce cours-là comme étant contraire à leurs croyances. Donc, ça s'est rendu également en Cour suprême, si je ne me trompe pas. La Cour suprême est venue dire, tu dis dans ton livre que la Cour suprême est venue dire que finalement, c'était le fait d'exposer des enfants à des pratiques religieuses, des philosophies de vie, n'est pas considéré en soi comme un endoctrinement. J'essaie de faire un parallèle avec ce jugement-là et la loi sur la laïcité aussi, vu que c'est en Cour suprême. J'ai l'impression, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression que la Cour suprême, par rapport à la loi sur la laïcité, viendrait un peu se contredire si on vient juger que la loi sur la laïcité est constitutionnelle, vu que l'optique dans laquelle la loi sur la laïcité s'est faite, c'est justement pour venir interdire, des signes religieux dans les endroits publics, pour ne pas se faire exposer un peu d'une certaine façon, éviter tout ce qui est endoctrinement. J'ai l'impression que la Cour suprême viendrait se contredire d'une certaine façon avec des jugements antérieurs, puis que ce serait pas évident d'adopter une position finalement constitutionnelle par rapport à cette loi sur la laïcité. Qu'est-ce que tu en penses? Totalement. Puis je veux dire, je pense qu'on est plusieurs qui attendions ce moment que ça se rende en Cour suprême en se disant que c'est vraiment le dernier recours, en espérant que c'est là où la loi va se faire invalider. Je trouve que la Cour suprême, par contre, dans les dernières années, de plus en plus va, quant à moi du moins, vers une définition plus étroite de la liberté de religion. Donc, je ne suis pas convaincue qu'elle va invalider la loi, mais j'ose espérer qu'elle le ferait parce que c'est tellement une enfreinte sur la pratique religieuse et la liberté de religion de énormément d'individus. Mais je pense que là où la Cour suprême va énormément s'attarder, c'est sur la clause dérogatoire, à savoir est-ce qu'elle peut être utilisée dans ce genre de contexte-là? Est-ce qu'on a le droit de faire, d'omettre les principes et les protections de la Charte canadienne et de la Charte québécoise également, par principe on a un projet de société, mais ce projet de société est clairement discriminatoire. Et même la Cour supérieure et la Cour du Québec, certains juges, pas tous les juges, mais certains juges ont carrément dit que la loi 21 est discriminatoire envers spécifiquement les femmes musulmanes qui portent le voile, parce que c'est le groupe le plus atteint au niveau démographique par la loi 21, dû au fait qu'elle se retrouve un peu plus dans le domaine de l'enseignement.
Comme moi, je suis pas convaincue, mais j'ose espérer que la Cour suprême va venir invalider la loi. Après, à cela, si c'est le cas, vient avec ça des conséquences politiques où ça vient enflammer un peu la base souverainiste québécoise qui, à mon avis, moi, je suis pas contre nécessairement un projet souverain, quoique je suis très contente de faire partie du Canada, mais ce que je veux dire, là, c'est pas une critique du souverainisme, pas du tout, mais je fais juste dire que si ça vient invalider, si la Cour suprême vient invalider la loi 21, ça peut nous rendre heureux, mais ça va venir, à mon avis, vient aussi des conséquences politiques où ça vient dire, genre, regarde le Canada fédéral qui vient se mettre le nez dans nos lois et notre province et ce que nous, on adopte. Et je pense que ça vient donner, ça vient enflammer un peu plus le souverainisme québécois qui est, on peut même pas avoir un projet de CCT et adopter notre propre loi sans que l'État fédérateur, à travers la Cour suprême, vienne invalider la loi. Au lieu de le voir sous l'angle de c'est discriminatoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de win-win situation. Effectivement, moi, je pense que c'est mieux si la loi elle est invalidée, mais je pense que vient à cela des conséquences politiques contre ces minorités religieuses. Et d'un autre côté, si la loi n'est pas invalidée, ben là, ça vient calmer, peut-être politiquement, les gens qui étaient pour la loi 21, qui ont tendance à avoir peut-être une vision plus monolithique du Québec, comme un Québec francophone, blanc, où la différence ne se fait pas autant ressentir. D'où la loi 21, tu enlèves ton symbole religieux, tu as une apparence neutre qui ne veut absolument rien dire d'ailleurs. Mais après, ça fait que politiquement, peut-être que c'est plus calme, mais après vient à ça des conséquences sur le long terme à des communautés religieuses. C'est comme ça que je le vois un peu, mais moi, je pense que c'est mieux d'invalider la loi, genre à 1000%, même si vient avec ça des conséquences politiques et sociales pour les communautés religieuses. Ouais. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr c'est assez subtil. On pense pas forcément aux enjeux politiques, mais oui, clairement, il pourrait y en avoir. Dans ton livre, tu parles aussi, tu fais un parallèle assez intéressant avec le yoga et la prière musulmane. Ouais. C'est quelque chose qui m'a interpellée parce que je me suis dit, qu'est-ce qui explique un peu cette subtilité où on a tendance à peut-être à mieux accepter que des gens dans un espace public, par exemple, font du yoga. Le yoga étant une pratique initialement religieuse, mais qui est peut-être un peu mieux acceptée parce qu'elle est un peu plus aujourd'hui dénuée de sens religieux et que on est un peu moins tolérant face à des personnes qui font une prière, par exemple, musulmane, dans un lieu public qui a justement été d'actualité il y a quelques temps. Comment tu expliques, toi, cette subtilité où on est tous plus tolérant envers une pratique, envers une autre? Mais tu sais, c'est l'ironie parce que le yoga et la prière musulmane, les deux, c'est des mouvements corporels. Et je pense que si on n'est pas un expert dans l'un ou l'autre, ils peuvent se ressembler énormément. Tu sais, le downward facing dog, le baby pose, là, comme quand tu... c'est comme allongé vers le bas. Et, tu sais, ça peut se ressembler. Comme, évidemment, il y a des grandes nuances. Et je pense que si on connaît bien soit un, soit l'autre, on voit clairement les différences entre les deux. Mais je veux juste dire comme les espèces de mouvements comme ça, puis se mettre complètement tu sais, à genoux, par exemple. Mais la grande différence, c'est que l'Occident a absorbé, adopté et complètement enlevé l'aspect religieux du yoga. Donc, même si elle est d'origine hindoue, c'est comme si de nos jours, le yoga c'est récréatif, c'est occidental, c'est dans la sphère de la zénitude. C'est pas religieux, c'est spirituel. Tu sais, c'est comme si les gens aiment pas le religieux, mais ils aiment le spirituel. Alors que, ironiquement, c'est très récent, cette division entre religieux et spirituel. Avant, si tu étais religieux, tu étais spirituel. Comme il y avait toujours un mariage entre les deux. T'sais. Je pense que c'est plus récent qu'on commence à faire une division entre ces deux termes-là. Et donc, religieux, c'est austère, ça suit des règles.
c'est pas joyeux Mm. et spirituel, t'es dans l'élévation, t'es dans le, tu sais. Alors que c'est comme, je pense, dans plusieurs traditions, si tu es foncièrement religieux, mais vraiment dans l'aspect magnifique du terme, tu sais, vraiment dans la sincérité de ta foi, puis d'essayer de suivre des enseignements prophétiques de ta foi, quelle qu'elle en soit, comme forcément, tu étais spirituel. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ouais. Il y avait même pas de distinction entre les deux. Mais j'ai quand même du mal avec tu sais, la tolérance de la société envers une pratique par rapport à une autre, même si, oui, aujourd'hui, le yoga est quand même dénué de sens religieux. Ouais. Mais si je vais, par exemple, je marche dans la rue, puis je vois du monde faire du yoga dans la rue, qu'est-ce qui me dit que telle personne le fait de nature purement 100% religieuse, puis l'autre personne à côté par pur plaisir, tu sais... Ouais. C'est une question de branding et de marketing à la fin de la journée. C'est juste qu'un a été absorbé par l'Occident et même au point où c'est très rare même d'avoir des enseignants d'origine indienne, hindoue. Ouais. La plupart des enseignants sont de whatever ethnicité, tu sais, que ça soit aux États-Unis, au Québec, c'est local. C'est moins présent. C'est ça. C'est même pas des enseignants indiens, par exemple. Par contre, tu sais, moi, je me dis, si ça devait être le cas, mettons, si tous les enseignants de yoga devaient être indiens, hindous, avec un accent, est-ce que ça serait aussi bien intégré? Peut-être pas, parce que ça renverrait encore à l'altérité, à l'autre. Mais à cause que ça a été adopté, à cause que c'est comme... Et je veux pas dire qu'il y a eu comme un travail de branding et de marketing, ça s'est peut-être fait comme hyper organiquement. C'est aussi une industrie comme dans les multimilliards, comme l'industrie de, en général, le wellness, mais rentre là-dedans le yoga. Et c'est pas un jugement contre le yoga, c'est une très belle pratique. Mais je fais juste dire que ça a été absorbé et adopté par le monde occidental et it was stripped out of its otherness. Comme l'altérité ne fait plus autant partie du yoga. Comme le yoga est occidental maintenant, contrairement à la prière musulmane qui reste encore dans l'espace de l'autre avec un grand A. Et donc, on voit encore là-dedans l'étranger, celui qui parle peut-être pas nos langues, celui qui veut pas s'intégrer, celui qui, tu sais. Et donc, les gens ont encore des réactions vives à voir la performance d'une prière qui dure 5 à 10 minutes dans un parc en collectivité versus un cours de yoga qui dure 1 heure dans le parc en collectivité. Parce que dans le groupe de yoga, ce serait peut-être majoritairement des Blancs francophones et donc il y a une proximité à ce groupe-là versus la gang des musulmans avec, tu sais, ouais. Fait que je pense que ça revient à la question de l'altérité et de l'autre avec un grand A. Ouais. OK, super. Si on parle de féminisme maintenant, comment tu définirais le féminisme? Je veux dire, le féminisme, c'est tellement un grand projet avec tellement de branches différentes. Tu sais, c'est comme un arbre qui a poussé vers plein de branches différentes. Mais pour moi, la définition primaire, c'est vraiment juste l'accès à des opportunités égales et des chances d'émancipation égales avec non seulement le sexe opposé, mais à l'intérieur même du groupe des femmes, dans toutes nos complexités, dans toutes nos différentes démarches de vie. Et là-dedans vient, quant à moi, en fait, dans cette, non seulement créer des opportunités avec les hommes, mais également à l'intérieur du groupe des femmes, c'est qu'après ça vient forcément, on ne peut pas se permettre de proposer une vision unilatérale de ce que veut dire s'émanciper en tant que femme. Et donc, si pour une, la religion est austère, ce qui peut très bien être le cas, on doit respecter que pour une autre, c'est son émancipation. C'est comme ça qu'elle a sa force intérieure. Et donc, c'est pour ça que je pense que ma définition primaire, c'est l'accès à les mêmes opportunités, les mêmes chances, et du mieux qu'on peut,
entre les femmes et les hommes et entre les femmes également. Et si je vais dans peut-être ma branche à moi, c'est comme je te dis, c'est comme l'arbre avec plusieurs branches différentes. Moi, c'est vraiment le féminisme postcolonial qui m'intéresse parce que on est beaucoup plus dans des émancipations et des projets sociaux un peu plus individualisés versus une espèce de blueprint. Une femme s'émancipe à travers ABCD. Et donc, si tu ne suis pas ce cadre-là, eh bien, tu n'es pas une féministe, tu n'es pas émancipée, tu n'es pas libérée, tu n'es pas ci, ça, ça. Et ça, je pense que ça a été au détriment de... Je pense que c'est ce qui a fait en sorte que peut-être beaucoup de femmes de couleur se sont pas retrouvées dans ces premières définitions du féminisme, dans les premières vagues du féminisme, c'est peut-être au début du 20e siècle, mais moi, personnellement, le féminisme postcolonial, c'est celui qui m'intéresse le plus. Par rapport au féminisme, bon, il y a plusieurs termes utilisés. Il y a le féminisme, il y a le masculinisme. J'ai l'impression que l'utilisation de ces termes, des fois, tu me diras ce que tu en penses, peut-être nous dessert et vient renforcer un petit peu ce fossé, cette opposition entre l'homme, la femme. Est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt d'humanisme? Moi, je considère que non. Je pense que ceux qui rejettent énormément le féminisme, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas nécessairement fait un souci de travail sur, à savoir, c'est quoi le féminisme, ça a débuté dans quelles circonstances. Et j'ai vraiment de la difficulté à savoir, à m'imaginer que quelqu'un puisse aussi bien connaître, mettons, les origines et l'histoire du féminisme et quand même décider de s'y opposer. Après, on peut s'opposer à certaines branches du féminisme. Ça, je le conçois énormément. Peut-être le féminisme radical ou un féminisme qui a peut-être déjà tenté de positionner la femme en supériorité contre l'homme. Mais à mon avis, c'est vraiment pas la majorité des féministes. Et je trouve que l'humanisme vient diluer et je pense qu'il y a un besoin de nommer quand on a des luttes sociales. Et je pense qu'il y a eu une lutte sociale en Occident et ailleurs pour donner à la femme sa parité, donc son égalité des chances. Et donc, c'est faux de penser qu'on est dans un projet juste d'humanisme. Je pense que là-dedans vient aussi, on vient diluer quelles sont les causes sociales. Rendu là, ne parlons plus de racisme. Rendu là, ne parlons plus d'homophobie. Rendu là, ne parlons plus parce que là, on est juste dans le projet humaniste. Et je pense que quand on nomme les choses comme le féminisme, le racisme, etc., l'homophobie, là, on vient donner des termes à la discrimination vécue. En fonction de quoi? Du sexe, de la race, de l'orientation sexuelle, de son identité religieuse. Rendu là, si on enlève féminisme, masculinisme, bon, masculinisme, c'est autre chose, là, ben, enlevons aussi l'islamophobie, mais quant à nous, l'islamophobie, c'est un terme important dans nos communautés à avoir pour nommer tous les préjugés, les préjudices également, la discrimination vécue. Certains que ça a été vécu de manière beaucoup plus violente que d'autres. Donc, pensons notamment aux attaques contre la mosquée de Sainte-Foy. Ça, c'est la forme la plus violente de l'islamophobie. Et donc, non, moi, je pense qu'il faut continuer à avoir des termes. Et je pense que quand quelqu'un a une réaction vive contre le féminisme, il faut se poser la question, pourquoi, quelle version du féminisme tu rejettes? Et peut-être qu'on se retrouve dans ce rejet d'un féminisme qui vient mettre de côté complètement l'homme. Mais à mon avis, c'est pas ça le projet du féminisme. C'était d'essayer de rendre à la femme un statut égal à l'homme. Et je pense qu'il y a quelque chose de noble là-dedans. C'est d'être dans une société qui est beaucoup plus inclusive. Et donc, qu'est-ce qu'on rejette dans le féminisme? Donc, I feel like the onus of the question is on the person rejecting feminism. Désolée pour l'anglais. Non, pas de souci. Toujours par rapport au féminisme, il y a un sujet, moi, qui m'intrigue, c'est l'imamat féminin. Je ne sais pas si au courant de tes recherches, tu as lu un peu là-dessus ou tu as passé à travers. Mais c'est quelque chose qui, dans certains pays, se fait, l'imamat féminin. Toi, c'est quoi tes impressions par rapport à ça ou qu'est-ce que tu as lu là-dessus? Ben, déjà, l'islam
majoritaire y croit dans le sens que quand les femmes se retrouvent entre elles, elles vont désigner un imam dans le sens la personne qui va leader la prière. Donc, c'est pas non plus totalement à l'ouest, ça existait. Par contre, je sais très bien ta question et je vais pas jouer à l'autruche. Je sais que tu parles de les femmes imams qui dirigeraient la prière dans un groupe mixte. Oui. Ça c'est ce qui est pas qui est nouveau, qui même serait considéré en dehors de l'islam pas contemporain, pardon, de l'islam majoritaire, des consensus d'opinion sur ça. Donc, évidemment qu'une imama, donc celle qui lit la prière en groupe de femmes, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais qu'une femme dirige la prière dans un groupe mixte, c'est très récent, c'est très nouveau, et beaucoup considère que c'est un blasphème. Moi, personnellement, quand ça vient à des questions théologiques, je suis très inconfortable de me positionner là-dessus. Pour moi, je considère que c'est tellement pas ma place de... Je pense que, rendu là, je me dis que les théologiens, entre eux, discutent de cette question-là. Moi, je suis pas du tout... en théologie, mais je m'y intéresse énormément. Et je pense que à la fin de la journée, je suis une femme croyante et je sais pas si j'arrive à me placer complètement en dehors de l'islam majoritaire et dire oui, go, feu vert à une imama qui dirige une prière mixte. Je pense que peut-être je reste un peu traditionnelle dans le sens que je me sens pas du tout confortable à dire que oui, le type de féminisme auquel je crois inclut la possibilité à une femme de le faire. Si une femme veut le faire, c'est elle. Je veux dire, à la fin de la journée, je crois énormément à chacun a le droit à sa propre autonomie. Donc, si elle veut le faire, il y a des gens qui veulent embarquer dans cette prière-là, qu'ils le fassent entre eux. Moi, je ne sais pas si je participerais. Là, c'est Dania, la musulmane, qui parle en ce moment. Là, c'est pas la Dania autre, là, juste au niveau théologique, puis au niveau des fatwas, je sais pas si je suis prête à être confortable dans cette dynamique-là parce que j'ai été élevée, éduquée dans un espace où si on est un groupe mixte, c'est l'homme qui dirige. Et je pense que ça vient aussi avec la compréhension que cet imam n'a pas un statut plus élevé que le reste de sa communauté. Donc, c'est pas une question de degré de spiritualité ou même d'élévation ou de statut social dans notre communauté d'être un imam. C'est juste qu'il dirige la prière et notre prière, elle est autant valide. Donc, je sais pas si je suis... Ouais. Nous arrivons aux dernières questions du podcast. Si tu pouvais parler à la Dania d'il y a 15 ans et lui donner 3 enseignements, quels enseignements lui donnerais-tu? C'est tellement drôle parce que quand j'écoute des podcasts et j'entends cette question-là, je suis juste comme, my God, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que la vie, elle est beaucoup plus longue qu'elle ne le pense. Je pense qu'à l'époque, je vivais encore dans peut-être une mentalité où tout se passe dans la vingtaine, il faut faire les choix dans la vingtaine, il faut savoir qui on est. Puis là, je suis rendue trentaine, fin trentaine même, je viens de rentrer dans ma fin trentaine et je me dis, waouh, il y a eu tellement de chapitres, tellement d'opportunités, tellement de portes qui se sont ouvertes. Donc, je dirais un enseignement, c'est... peut-être de ne pas autant stresser sur l'avenir, le futur, que tant qu'il y a de la volonté, il y a de l'intérêt, il y a une découverte de soi, on est forcément dans une belle trajectoire. D'autres enseignements. J'ai aucune idée, franchement. Je pense qu'elle était pas pire, la Dania. Oui, je pense qu'elle comptait pour deux, trois. Peut-être juste de pas autant stresser, anticiper le futur, de voir le futur et même la trentaine et, Inch'Allah, la quarantaine, cinquantaine, centaine comme étant des belles décennies également et pas tout se joue dans la vingtaine. Et je pense que j'avais beaucoup ça en tête, peut-être à cette époque-là, mais je sais pas c'est quoi les autres enseignements, je dirais. Keep going, girl, you're doing good. C'est ça, je lui dirais.
Génial. Si, en fait, est-ce que tu as une œuvre, un livre ou une musique, un film qui t'a inspiré dernièrement et que tu aimerais partager? C'est une belle question, wow. My God, si j'avais su d'avance, je serais là, j'ai comme un memory blank, là, de... Prends ton temps. Je dirais qu'un livre que j'ai tellement aimé, que j'ai lu il y a longtemps, mais qui est resté fort en moi, ça s'appelle Le parfum de cèdre. Le parfum de cèdre, OK. De cèdre. De cèdre. Ouais, de Anne-Marie MacDonald. J'ai adoré ce roman. Il est vraiment exceptionnel, tu sais, Parfait. c'est une trajectoire d'une famille immigrante qui se retrouve en Nouvelle-Écosse et là, il y a un enfant prodige qui se rend à Harlem avec la communauté afro-américaine. Le livre est quand même assez grand, mais je l'ai vraiment trouvé fantastique. Puis une œuvre d'art, my God, franchement. En fait, ouais. OK, récemment, au Paris Fashion Week, il y a Willy Chaveria qui est plus âgé, qui est un designer de New York, d'origine, je sais pas si c'est mexicaine ou cubaine, donc pardon à la communauté latino de ne pas connaître ses origines, mais qui vient faire son premier runway. Et c'était vraiment, vraiment beau et exceptionnel. Puis il a choisi des modèles qui n'étaient pas nécessairement juste des modèles dans des agences, mais des gens qui travaillaient dans des pizzerias. Okay. Tu sais, vraiment comme son casting était incroyable. Tu sais, il cherchait juste des gens qui avaient un charisme. Et je trouvais que ça, qui pour moi est une œuvre d'art, comme son design, racontait une histoire au lieu de juste arriver avec nécessairement juste des coupes, disons, qui étaient intéressantes. Donc ça c'est arrivé il y a peut-être 2 semaines, donc ça m'avait beaucoup inspiré. Super. Ben écoute, je mettrai ça en barre de description. Ça a l'air très intéressant. Ouais. Si tu pouvais entendre quelqu'un sur ce podcast, qui désignerais-tu? Oh mon Dieu! Les questions sont difficiles. Ce sera la dernière. La dernière difficile. Qui j'écouterais? J'aime beaucoup Solange. Solange, OK. Solange comment? Solange, la sœur à Beyoncé. Ah, OK. C'est une artiste que j'adore, honnêtement. Puis juste dernièrement, c'est tellement novateur tout ce qu'elle fait. Et dernièrement, je pense qu'elle a une exposition au Met. OK. En lien avec l'époque pharaonique. Puis elle explique même son histoire à elle. Et je la trouve juste tellement multidisciplinaire, intéressante. Et elle est toujours... Pourtant, elle a pu s'asseoir sur le succès qu'elle a, la famille d'où elle vient, mais elle cherche toujours à explorer l'aventure humaine et la création. Puis franchement, j'aimerais bien écouter Solange en podcast, nous parler pendant 1 heure, 2 heures de temps. Ça m'intrigue. Je vais la suivre de près également. Je savais pas justement qu'elle faisait autre chose que... Ouais, elle n'est pas comme sa sœur. Je trouve qu'elle n'est pas dans juste une démarche... Beyoncé, je l'adore, mais Beyoncé aussi, il y a comme du capitalisme là-dedans, c'est l'argent, le succès. Puis Solange, je trouve qu'elle est comme dans une démarche plus humaine. Ouais. Puis à l'époque où j'habitais à New York, une fois, j'avais été à... C'était comme la journée de l'indépendance du Porto Rico et c'est comme une grosse célébration à New York parce qu'il y a une grande communauté portoricaine. Puis elle était juste là, un événement, tu sais, sans maquillage. Puis j'étais comme, OK, wow, Solange est cool. Solange est cool. Ouais. Génial. Le podcast tire à sa fin. Donc, merci vraiment, Dania, d'être venue. C'était super intéressant à échanger avec toi. Ouais. Pour les personnes qui veulent continuer à te suivre ou voir ce que tu fais, où est-ce que tu voudrais qu'on les redirige? Ben mon TikTok, je le garde anonyme puisque j'aime mettre des conneries dessus. Fait que Instagram, ça marche. Mon Instagram, il est bien correct. Puis c'est mon nom complet, Dania Suleman, D-A-N-I-A-S-U-L-E-M-A-N. Parfait. Je mettrai ça en barre de description également. Merci. Et mon livre, Les Malentendus, si les gens s'intéressent à mon livre. Que je mettrai aussi en barre de description. Génial. Merci beaucoup, Dania. Merci à toi.